vous souhaiter la bienvenue au nom du comité de Loire-Atlantique de la Ligue contre le cancer qui organise aujourd'hui ce webinaire avec Sébastien Landry. Alors, au comité, nous intervenons en Loire-Atlantique sur 4 missions que sont le soutien à la recherche, la prévention et la promotion de la santé, la démocratie en santé et l'action pour les personnes malades et leurs proches. Donc, dans ce cadre, nous proposons à toute personne atteinte de cancer résidant en Loire-Atlantique des soins de support gratuits dans nos espaces Ligue de Nantes, Saint-Nazaire et à domicile sur tout le 44. Donc, les soins de support que nous proposons, ce sont le soutien psychologique, l'accompagnement diététique, l'activité physique adaptée et les soins socio-esthétiques. Voilà, mais nous proposons également un accompagnement avec un oncosexologue, avec des coiffeurs, avec des patients ressources qui ont été malades et qui peuvent échanger sur le vécu de la maladie. Nous proposons également des ateliers de remobilisation cognitive pour tout ce qui est troubles de la concentration et de la mémoire, et bien d'autres choses encore. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur notre site internet au www.ligue-du6cancer.net ou bien à nous appeler directement au standard au 02 40 14 00 14. Mais je vais maintenant laisser la place à Sébastien Landry pour nous parler de ce sujet qui nous réunit tous aujourd'hui, la fatigue, et surtout comment lutter contre. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute. Sébastien, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Sébastien Landry. Plusieurs casquettes. Je faisais beaucoup d'activités physiques adaptées avant, maintenant quasiment plus. J'interviens beaucoup en tant que sexologue. Et aussi, j'enseigne au sein de l'université. J'ai une activité d'écriture aussi pas mal sur des ouvrages et de recherche un peu. Et on a travaillé notamment au Mans et avec d'autres centres anticancéreux, parce que moi, j'interviens essentiellement au Centre de cancérologie de la Sarthe et pour la Ligue contre le cancer. On a travaillé sur cette thématique de la fatigue liée au cancer. Et aujourd'hui, je vais vous faire une présentation un petit peu de ce que nos études ont mis en avant, comment détecter en fait les origines de fatigue, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas une seule fatigue liée au cancer. En fait, c'est plusieurs types de fatigue qui sont entremêlés. C'est pour ça que ce n'est pas évident aussi de prendre en charge et voir comment, des fois, à travers les soins de support, on va pouvoir diminuer cette fatigue et des fois même la faire totalement disparaître. Donc, on va voir un petit peu tout ça ensemble sur ce webinaire. Donc, pour commencer, la fatigue, c'est plutôt une sensation, c'est-à-dire que c'est compliqué à donner une réelle définition de la fatigue. On n'est pas tous fatigués pour la même chose. On a des fatigues purement physiques, parce que vous avez fait, je ne sais pas, énormément de sport ou une journée très très longue qui va vous procurer cette fatigue physique, mais on peut avoir aussi une fatigue émotionnelle, psychologique, liée par exemple à des angoisses, ça peut être à une pathologie. Donc on va voir que cette fatigue, elle peut simplement être définie par une sensation. On peut entendre souvent un manque d'énergie, une faiblesse, une fatigabilité. Alors la fatigabilité, c'est quoi? C'est vous êtes au quotidien, vous êtes chez vous, vous faites vos activités de la maison quotidienne, il n'y a pas de fatigue. Et puis vous dites, tiens, je vais aller faire une marche, il fait beau, alors, pas en ce moment, mais normalement il fait beau, je sors, je vais me balader. Et là, vous marchez 10 minutes et tout d'un coup, bam, ça vous tombe dessus. Vous pouvez quasiment plus avancer. J'exagère un peu, mais des fois, ça peut être ça. C'est-à-dire cette sensation que tout d'un coup, cette fatigue vous tombe dessus, c'est ce qu'on appelle la fatigabilité. Elle est souvent liée à l'effort physique. On va aussi avoir la fatigue qui est liée au sommeil. On va voir que c'est le plus embêtant, mais le sommeil, c'est compliqué quand on dort très très mal. On accumule de la fatigue qui va être plus difficile à faire partir. Donc le manque de motivation, l'ennui aussi, au niveau psychologique, on verra. Enfin, on peut avoir beaucoup de choses au niveau de cette fatigue.
La fatigue, elle va perturber en fait votre fonctionnement quotidien. C'est son objectif principal, il est là quand même, hein. C'est-à-dire que la fatigue doit nous faire ralentir. La fatigue normale, d'accord? C'est-à-dire pas la fatigue pathologique, hein, on en parlera juste après. Mais la fatigue ordinaire, elle est là pour nous prévenir qu'on force un peu trop. Soit que ce soit physiquement, que ce soit au travail, que ce soit psychologiquement. Donc, on doit ralentir. On a plusieurs types de fatigue. On a celle qui est liée au niveau physique, c'est ce qu'on appelle la fatigue neuromusculaire. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez à la fois une fatigue qui est liée à la masse musculaire, moins j'ai de muscles, plus je peux me fatiguer à l'effort physique, plus j'ai une masse musculaire, moins je vais me fatiguer à l'effort physique. Mais on peut avoir aussi une fatigue neuromusculaire, c'est-à-dire que mon cerveau ne va pas utiliser l'ensemble de mes muscles. Je vous donne un exemple. C'est comme si vous aviez une Ferrari, d'accord, et qu'elle est bridée à 50 km/h. Vous avez beau avoir tout ce qu'il faut pour qu'elle roule à 200, mais elle est bridée à 50. Ben, le côté neuromusculaire, c'est ça. C'est-à-dire que notre cerveau, des fois, oublie de faire travailler l'ensemble de nos muscles au quotidien. Donc, on a la masse musculaire qui est présente, mais on ne l'active pas, donc on fatigue à l'effort. Tout ça, je vais vraiment vous le détailler et vous donner des exemples et vous donner aussi des exercices ou des pistes d'exercices à faire pour travailler ça. On peut avoir une fatigue cognitive. Alors celle-ci, on s'en rend compte, on a du mal à se concentrer, du mal à prendre des décisions, de mémoire. On nous dit des choses, tout d'un coup, on n'imprime plus, on a besoin d'un agenda pour noter parce qu'avant, on se rappelait et maintenant, ça devient compliqué. Donc ça, c'est une fatigue cognitive. Et puis, on a une fatigue aussi comportementale qui est liée à des mauvaises habitudes. Par exemple, je passe beaucoup trop de temps assis dans ma journée. Si je suis en position sédentaire, eh bien, ma tête va envoyer des signaux à mon corps de repos, mais alors que moi, je veux rester éveillé. Par exemple, là, en ce moment, je pense qu'on est tous assis. J'espère pas vous endormir, mais vous avez mangé il n'y a pas longtemps. Et si vous restez une heure complète en position assise, votre cerveau, lui, va se dire, mais attends, là, on peut dormir. Donc, va vous envoyer des signaux pour dormir. Mais vous avez envie d'écouter ce que je dis, donc vous allez lutter, en fait, pour. Donc ça, ce n'est pas forcément de très bons comportements. Parce que si on passe toute une journée assis, on dit à notre cerveau nous dit, on se repose, on essaie de dormir. Nous, on lutte contre, pardon. Et puis le soir, vous allez vous coucher, puis il est 22 heures, vous avez les yeux grands ouverts en disant, ben là, je voudrais dormir, mais j'y arrive pas. Parce que vous avez pris l'habitude de ne pas écouter ces signes d'endormissement. Hein, c'est ce qui se passe chez beaucoup de personnes qui passent beaucoup de temps passés assis par jour. Hein, ce qui est délétère pour la santé, c'est de rester plus de 7 heures par jour en position assise ou allongée autre que le sommeil, hein, d'accord? Quand on dort, c'est très bon pour la santé. Mais de passer des moments assis, allongés, sans dormir plus de 7 heures par jour, ça devient compliqué pour l'organisme et pour la santé globale. Donc la fatigue, on peut se questionner, est-ce que c'est un processus qui est normal? Eh bien, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un mécanisme de protection. Alors, protection à quel niveau? Adaptation du comportement qui se développe chez une personne malade. Quand je dis malade, je ne parle pas du cancer, là. Je parle par exemple d'une grippe, d'un rhume, je sais pas, d'une gastro. Pourquoi on a la fatigue qui apparaît? Pour laisser notre système immunitaire pouvoir se battre contre ces microbes, ces virus, pour qu'on aille mieux. Donc il faut que notre corps soit ralenti pour que lui, le système immunitaire, puisse travailler. Fatigabilité à l'effort. Imaginons, on ne ressentirait pas de fatigue. Je pars courir, puis je ne m'arrête plus. Je suis parti pendant des années sans m'arrêter. Forcément, mon corps, mes articulations, mes organes vont se détériorer. Donc, la fatigue vient me protéger lorsque je fais un effort physique. Et puis aussi pour envoyer vers le sommeil, qui est fondamental pour à la fois notre organisme, notre cerveau. Pour pouvoir récupérer, nous devons dormir. C'est obligatoire. On ne peut pas ne pas dormir. On peut mourir réellement si on ne dort pas. Une personne qui aurait des grosses pathologies qui ne pourrait plus dormir, c'est dangereux pour sa santé. Donc le sommeil, il est vital. C'est pour ça qu'on ressent cette fatigue. Donc toujours dans la fatigue normale pour l'instant, je suis toujours dans ce domaine-là. Mais on peut se dire, je me sens là, je suis épuisé. Là, je ressens un épuisement en ce moment. Est-ce que c'est normal que je sois épuisé? Eh bien, ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être. C'est-à-dire que c'est pas l'intensité, en fait, la sévérité de la fatigue qui peut dire si cette fatigue est normale ou si la fatigue est pathologique.
Donc, comment je fais pour savoir si je suis dans une fatigue complètement ordinaire ou si je suis dans une fatigue pathologique et par rapport à ce qui nous concerne aujourd'hui, une fatigue liée au cancer? Il faut se poser plusieurs questions. Les questions, c'est ça, c'est tout simple. Est-ce qu'il y a un événement particulier? Vous faites un marathon. Oui, c'est logique que les heures qui suivent, les jours qui suivent, vous ayez une fatigue. Elle est complètement normale. Vous avez fait un exercice beaucoup plus dur que d'habitude. Donc voilà. Mais on va dire, je passe 2, 3 jours sans faire forcément d'activité, je dors bien, ça disparaît. Donc j'étais dans une fatigue normale. Par contre, cette fatigue qui est là, il n'y a pas d'événement particulier. J'ai rien changé à mes habitudes. J'ai pas fait un exercice plus difficile. Elle perdure dans le temps. Elle commence à perturber ma vie. Je peux plus aller me balader comme je veux. Je peux plus faire mes activités de loisirs comme j'en ai envie. Est-ce qu'elle est réversible au repos? Non. Je dors, elle ne disparaît pas. Et dans notre cas présent, concomitante à une pathologie qui est le cancer, oui. Une fatigue qui n'est pas réversible au repos, c'est une fatigue pathologique. D'accord? Une fatigue normale, quand je me repose, elle doit disparaître. Alors, ça met plus ou moins de temps, hein, ça dépend depuis combien de temps on accumule de la fatigue, mais elle doit disparaître. Par contre, la fatigue liée à une pathologie, et notamment liée au cancer, elle n'est pas réversible au repos. Et c'est là le gros problème. C'est qu'on va avoir notre tête qui va nous envoyer des signaux de repos, et on va se dire, bon, faut que j'aille me reposer. Mais en fait, si je dors, ça c'est bien, mais si je reste juste allongé en me disant, oh là, je manque d'énergie, il faut que je me repose, et que je n'arrive pas à m'endormir, cette fatigue ne va pas disparaître. Et au contraire, je vais me déconditionner, perdre de la masse musculaire. Et quand je vais bouger, je vais être encore plus fatigué. Donc, la fatigue liée au cancer n'est pas réversible au repos. Vous devez vous reposer quand il faut dormir, quand vous sentez que le sommeil vient à vous, mais le reste du temps, c'est pas la meilleure chose de se reposer parce qu'elle ne va pas disparaître comme ça. Donc, je vais vous donner un peu toutes les recommandations que l'on a aujourd'hui. Ce qui est très compliqué, notamment en cancérologie, c'est qu'aujourd'hui, en gros, comment on met un diagnostic de fatigue? Quand vous êtes face à votre oncologue, vous lui dites, je suis fatigué. Lui, il note fatigue. Voilà, hein. Donc, en gros, voilà le diagnostic, comment il est posé aujourd'hui. Parce qu'on a plusieurs causes possibles et plusieurs fatigues possibles. Et c'est ça qui devient un petit peu complexe. On a des causes physiologiques, des causes biologiques, des causes psychologiques, sociales et comportementales. Ces causes-là vont entraîner plusieurs fatigues. Alors, on a des causes qui sont très faciles pour nous à prendre en charge, entre guillemets. C'est la cause physiologique et biologique. Physiologique, c'est quoi? Vous perdez de la masse musculaire, donc vous faites de l'activité physique, vous faites du renforcement musculaire pour récupérer du muscle et cette fatigue va disparaître. La cause biologique, vous êtes anémié, on a fait une prise de sang, on voit une anémie, on vous donne un traitement, la fatigue disparaît. Par contre, les autres causes de fatigue, psychologiques, sociales et comportementales, elles vont créer plusieurs fatigues qui vont en plus, vous avez vu, s'entrecroiser entre elles. Et là, ça devient plus compliqué à évaluer, plus compliqué à prendre en charge. Donc, c'est sur ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Donc, cette fatigue liée au cancer, pour faire un petit résumé de ce que je viens de dire, ce n'est pas une fatigue qui est normale et elle ne peut pas être comparable à une fatigue ordinaire. C'est-à-dire que même moi aujourd'hui qui vous parle, je ne la connais pas, cette fatigue. Je la connais d'après les retours de mes patients, mais je ne l'ai jamais ressentie. Tant qu'on n'est pas passé par là, on ne peut pas savoir de quoi réellement on parle comme type de fatigue. Mais on sait très bien maintenant, à écouter beaucoup de patients, que cette fatigue, elle n'est pas du tout comparable à la fatigue ordinaire. Donc, la prise en charge ne peut pas être la même. C'est-à-dire que me reposer ne suffira pas à faire disparaître cette fatigue liée au cancer. Donc, on va devoir proposer plusieurs choses parce que sinon, on va avoir un impact sur l'humeur, sur la qualité de vie, au niveau économique aussi, parce que quand on voit des personnes qui veulent reprendre leur activité professionnelle, mais qui souffrent encore de cette fatigue, eh bien, ça va être compliqué de reprendre le travail parce que la fatigue va les empêcher d'être opérationnels. Donc, tout ça, c'est pour ça qu'on s'intéresse de plus en plus à cette fatigue et qu'on essaye d'y répondre. Alors là, j'arrive dans les diapositives qui font pas plaisir. C'est pas pour vous faire peur que je les amène, mais c'est important de comprendre ce qui se passe. Et après, on va aller vers des pistes de solutions. Mais si on ne fait rien,
Et on le sait, hein, ce sont des études qui ont été menées, qui sont très récentes. On sait que la fatigue liée au cancer peut durer de nombreuses années après la maladie. Mhm. Jusqu'à une dizaine d'années, on sait qu'on a un quart des anciens patients qui vont souffrir de cette fatigue liée au cancer. On a beaucoup de personnes qui nous amènent l'idée que l'après-cancer est très difficile. C'est pour ça qu'on a créé beaucoup de soins de support, qu'il y a des associations comme la Ligue contre le cancer pour vous accompagner, parce qu'on sait que c'est difficile. D'accord? C'est un effet secondaire qui est extrêmement redouté. Et vous voyez, on a quand même 10 personnes qui, 25 ans après, souffrent encore de cette fatigue. Ce n'est pas une fatalité dans l'idée que je ne vous amène pas ces chiffres-là pour vous faire peur, je vous amène pour vous dire que c'est important et surtout, c'est des personnes chez qui, hélas, on n'a pas su détecter là où les origines des fatigues, de leur fatigue, et du coup, bah, ils ne savaient pas quoi faire et elle s'est installée dans le temps. Si on arrive à détecter cette fatigue, eh bien derrière, on va pouvoir proposer un suivi individualisé et du coup proposer des solutions. Et c'est ce qu'on va voir après. Donc là, vous voyez, c'est des diapos pas sympas. Hein. Je suis désolé d'avoir écrit le mot survécu, mais dans la littérature, on parle de survivor, même si en France, on n'aime pas trop forcément ce terme. Moi, je ressors ce qui est dans la littérature, c'est des articles. On a quand même deux personnes sur trois qui trouvent leur vie plus difficile après les traitements que pendant. On va se mettre d'accord. On les entend, les gens. Ils nous disent bien sûr que pendant les traitements, ça a été difficile. Ils ne parlent pas en termes d'intensité, mais le fait qu'ils ressentent cette fatigue, ils ressentent des effets secondaires qui vont durer des fois pendant des années, bah, psychologiquement, ça devient compliqué de gérer ça. Et surtout que tout le monde dit, ah bah maintenant c'est bon, tu es guéri, il faut reprendre ta vie comme avant, etc. Bah oui, mais c'est pas si simple. D'accord? Donc on voit bien qu'on a des personnes qui sont très embêtées par par ces effets secondaires et notamment par la fatigue. Hein. Une personne sur trois continue de ressentir une fatigue chronique 10 ans après. Vous voyez. Donc notre objectif, c'est vraiment de cibler les origines de cette fatigue et de proposer une prise en charge individualisée pour la faire disparaître le plus rapidement possible. C'est vers ça qu'on tend dans les centres et avec les associations de patients. Donc, on se pose la même question, qu'est-ce que la fatigue liée au cancer? C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une fatigue qui n'est pas forcément associée à un événement particulier. Vous étiez bien hier et aujourd'hui, bam, vous êtes épuisé, vous ne savez pas pourquoi. L'exercice n'était pas plus dur, vous n'avez rien fait de particulier, elle perdure dans le temps, elle veut s'installer, elle perturbe votre vie. Vous avez passé pourtant une nuit complète à dormir et elle n'a pas disparu parce qu'elle est liée au cancer et c'est cette fatigue-là qui ne disparaîtra pas facilement. Donc, pour la comprendre, il faut comprendre ces mécanismes. Je vous l'ai dit, on a des mécanismes directs qui sont physiologiques et biologiques. Ce sont les deux types de fatigue les plus simples à prendre en charge. Alors attention, quand je dis simple, à part la biologique où vous avez une prise de sang, votre oncologue est capable de vous dire, voilà, il y a une réponse inflammatoire trop importante et tout, on va donner des médicaments. Vous avez une anémie, on va vous donner des traitements pour pouvoir la faire disparaître. Le côté physiologique, je peux vous dire, hein, vous perdez 10, 15 kilos pendant vos traitements, c'est très rare que ce soit que de la masse graisseuse que vous perdez de la masse maigre, c'est-à-dire du muscle. Si vous perdez du muscle, eh ben forcément, vous êtes moins fort, moins endurant, et la vie de tous les jours devient compliquée, devient fatigante. Donc là, cette fatigue, on peut l'évaluer assez vite, mais par contre, ça vous demandera un effort, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à demander une prise en charge en activité physique adaptée pour pouvoir travailler spécifiquement cette fatigue physiologique. Parce que là, il n'y a pas le choix, vous allez devoir bouger. Et c'est ça qui est compliqué, parce que j'entends, bah, mais je suis fatigué, je ne vais quand même pas aller faire du sport. Ce n'est pas du sport qu'on va vous proposer, c'est vraiment une activité qui va être particulière, qui va être adaptée à vos besoins, à votre fatigue du moment, mais pour aller restimuler le muscle pour que la fatigue physiologique disparaisse. Et si cette fatigue disparaisse, vous sentirez beaucoup mieux. Après, il y a la fatigue indirecte, psychologique, sociale, comportementale. Psychologique, l'anxiété, la dépression, le stress, tout ça, c'est ce qu'on appelle une fatigue émotionnelle. S'il y a des psychologues, si on propose un soutien psychologique, c'est pas pour rien. Hein, il y en a besoin pendant la maladie et après. C'est pas,
c'est compliqué, je pense. Oui, c'est vrai, en France, ça reste compliqué de dire je vais voir un psychologue. C'est dommage parce que c'est une aide qui est hyper importante. Et si vous ruminez tout le temps, eh bien, vous allez avoir du mal à dormir et une fatigue va s'installer parce que ça rumine, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Allez voir des psychologues, ils sont là pour ça. La cognition, c'est un petit peu différent, c'est la mémoire, la concentration. Si vous commencez à oublier des choses, à avoir du mal à écouter, etc., allez voir un neuropsychologue. C'est le spécialiste de la cognition et lui va évaluer s'il y a des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention et vous donner des petits exercices à faire à la maison. Au niveau social, on fait que de vous dire faut être bien, enfin faut être entouré. Moi, c'est ce que je dis, c'est faut être bien entouré. C'est-à-dire que on est tous entourés d'abrutis. Je pense qu'à un moment donné, faut les dégager de notre vie. Surtout quand on est malade, ça sert à rien d'être avec des gens qui nous tirent vers le bas. Vaut mieux là moins voir de personnes, mais être bien entouré, c'est hyper important. Et au niveau du comportement, c'est ce que je vous commençais à parler tout à l'heure. Il y a la quantité et la qualité de sommeil. Dormez quand vraiment vous sentez que le sommeil vient. C'est-à-dire que même si c'est à 18 heures, vous êtes là en train de vous endormir sur le canapé, vous vous dites on ne va pas se coucher comme les poules. Bah, si vous luttez contre cet endormissement et que vous voulez aller au lit à 22 heures et qu'à 22 heures, votre cerveau il a tellement lutté que là, il est réveillé, bah, vous n'arriverez pas à trouver le sommeil à 22 heures et vous allez être à minuit, 1 heure du matin, en train de tourner en rond. Alors qu'à 18 heures, ça se trouve, vous seriez parti pour peut-être pour 6 heures de sommeil. Bien sûr que ça décale, je comprends, mais au moins vous auriez dormi 6 heures. Par contre, si vous allez vous forcer à vous coucher n'importe comment, bah, vous pouvez complètement décaler votre horloge. Si vous n'aviez pas l'habitude de faire des siestes, vous ne dites pas, tiens, si je me mets à faire des siestes, je serai plus en forme. Si vous dormez la journée, que vous n'aviez pas l'habitude et que vous n'en ressentez pas le besoin, bah, la nuit, vous n'aurez peut-être pas à dormir. Le sommeil, c'est vraiment compliqué. Et puis l'appétit. L'alimentation, elle est hyper importante, comme l'activité physique. Ça, c'est vraiment une hygiène de vie à avoir. Là, on arrive dans la période bénie des raclettes. Là, c'est Oui. sûr, on va entamer raclette, raclette, raclette. En France, on aime bien manger, on aime bien boire et on aime bien faire ça le soir, tard. Sauf que on mange raclette, on transpire raclette, on dort raclette. Donc, vous allez flinguer votre nuit avec une alimentation trop chargée le soir. Parce que votre tête voudra dormir, mais votre corps va dire, bah, t'es marrant, mais il faut qu'on digère là. Donc, du coup, le sommeil ne sera pas de bonne qualité. Donc, attention à ça. Des fois, de manger un petit peu plus tôt. Alors, on peut se faire plaisir, hein, parce que si vous m'écoutez, on ne va plus rien faire, mais on se fait plaisir de temps en temps. Mais si vous avez une habitude de manger tard le soir et riche le soir, ça peut impacter votre sommeil. Vous dormez bien, vous oubliez ce que je viens de dire, mais si vous dormez mal, sachez que l'alimentation peut impacter votre sommeil. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelques vignettes assez vite pour vous expliquer comment on arrive à une fatigue chronique. Je fais une chimiothérapie, fonte musculaire. Hein, ça, la chimio détruit les cellules musculaires. Je me fatigue plus vite lorsque je fais un effort, le même effort que d'habitude. J'ai moins de muscles, donc je me fatigue plus vite. J'arrête de sortir parce que je ne peux pas aller. On avait l'habitude d'aller se balader tous les mercredis, on faisait 2 heures de marche. Je ne vais jamais y arriver là. Donc j'y vais plus, je sors plus. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, un petit coup de déprime parce que bah, voilà, cette maladie m'empêche même d'aller me balader, etc. Et là, je rentre dans un cercle vicieux vers la fatigue chronique. J'angoisse face à la maladie, ce qui est logique, hein, c'est une maladie qui fait peur. J'arrête de sortir, de faire des activités habituelles. Donc, je me renferme chez moi. Je bouge plus. Je perds de la masse musculaire, je me déconditionne, mon corps n'a plus besoin d'être musclé. Hop, ma condition physique diminue. Je me fatigue du coup plus vite. Dès que je veux faire un effort, bah, j'ai plus le muscle, donc je me fatigue. J'en fais moins. Boum, je vais vers une fatigue chronique. En dernier, hein, après j'arrête. Hein. Je n'ai pas de personne à proximité. Ça aussi, beaucoup de personnes me disent, bah oui, mais j'ai trop. Vous êtes en arrêt de travail. C'est pas pour que la maison ressemble à un musée. C'est pas pour faire 10 fois plus de tâches parce que vous êtes à la maison. Si vous êtes en arrêt, c'est pour prendre soin de vous. D'accord? Donc, quand j'entends trop de gens qui me disent, bah oui, mais bon, je suis à la maison, c'est normal quand même que je fasse tout ça. Bah, vous êtes à la maison pas pour le plaisir, vous êtes à la maison pour prendre soin de vous. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que sinon, si vous vous épuisez à faire des tâches chez vous, bah, vous allez après tomber dans la fatigue chronique également. Parce que au niveau émotionnel, vous allez vous mettre une liste, hein, ça on est fort pour faire ça. Dans toute la journée, je vais faire tout ça. Puis au milieu de la journée, au 3 quarts de la journée, vous dites, bah, j'ai fait que le début, vous allez dire, c'est pas croyable, je suis même plus capable de faire ça. Et bam, on se fait du mal. On dort très mal parce qu'on rumine, hein, blablabla.
On s'épuise, après il y a un épuisement physique, parce que d'abord épuisement moral, après épuisement physique, fatigue chronique. Vous aurez compris, on ne va pas faire ça pendant des heures, mais beaucoup de choses peuvent amener à cette fatigue chronique et à cette fatigue pathologique. Donc en fait, la fatigue liée au cancer, si vous comprenez ce que je viens de dire, elle est au milieu de tout ça. Et c'est ça le gros bazar. Comment je fais pour trouver d'où provient cette fatigue? Eh bien, c'est les études qu'on a mis en place. Notre objectif, c'est de trouver un profil de fatigue pour chaque personne, pour lui proposer une prise en charge adaptée de cette fatigue. Donc, comment on va faire? On a fait des études, voilà, on a torturé des patients comme ça. Alors, on l'a fait sur nous-mêmes, hein, c'est pour ça que je dis le mot torture, parce que c'est vraiment pas agréable. C'est des décharges électriques qu'on a mis dans le bras. Et après, on a fait la même chose sur le mollet pour voir à peu près comment on était en capacité de contracter nos muscles au maximum. Donc, ça, tout ça pour vous montrer qu'on a trouvé des forces critiques, des seuils en fait où on devient fatigable ou pas. Et sur chaque personne, on a ce seuil-là qui est différent, qui va nous permettre de proposer derrière une prise en charge vraiment adaptée. Donc là, les tests, ils sont terminés. On essaye de synthétiser à travers des questionnaires parce que ça, c'est moins traumatisant que d'électrocuter un peu les gens, hein. On n'est pas non plus là pour souffrir. Donc, on a proposé plusieurs questionnaires. Les prises en charge, vous allez voir, on les a. Après, je vous montrerai les profils. La prise en charge biomédicale, c'est la plus... Alors, j'aime pas le mot simple, mais si vous voulez, c'est celle qui est le plus simple pour les médecins. On fait une prise de sang, j'ai un résultat, je donne des médicaments, d'accord? Je conseille une alimentation peut-être plus riche en fer s'il y a des problèmes d'anémie, etc. L'intervention médicamenteuse, c'est compliqué sur la fatigue. On n'a pas de preuves scientifiques réelles de tout ça, ginseng, guarana, etc. Les corticoïdes, il n'y a pas d'intérêt. On n'a pas de piste médicamenteuse sur la fatigue réelle. C'est-à-dire que l'anémie, on sait traiter, la fatigue, on ne sait pas la traiter par des médicaments. Donc, si c'est une fatigue liée à l'anémie, ça, on va donner des médicaments qui vont fonctionner. Sinon, ça va être compliqué. L'économie d'énergie. En fait, il faut prendre l'habitude de quoi? Déléguer certaines tâches. On n'est pas obligé de tout faire. On n'est pas obligé de faire tout la même semaine, enfin le même jour, etc. Sûr, quand on a des enfants, c'est dur de les passer à un second rang. Eux, c'est une priorité. Mais après, que la maison ne soit pas un musée, c'est pas très, très grave, hein. On va s'en remettre. Hiérarchiser les objectifs dans la journée. Aménager des pauses dans la journée, des vraies pauses. C'est-à-dire que je fais une tâche, elle me procure de la fatigue, là, je récupère. C'est dans ce sens-là qu'il faut faire une pause. C'est pas je reste toute la journée assis en prenant de l'avance. Ça ne marche pas. Répartir les tâches sur une même semaine et attention au repas trop riche le soir, comme je vous ai dit. Le soutien psychologique, il est hyper important. Il devrait être proposé systématiquement. Déjà, à l'annonce d'un cancer, moi, je n'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas un psychologue de présent. Mais ça, c'est un autre débat. On va pouvoir verbaliser, vous allez pouvoir mettre des mots sur ce qui est difficile, sur les douleurs. Le psychologue va vous aider à trouver les stresseurs. Qu'est-ce qui vous pourrit la vie au quotidien? Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on a des choses qui nous pourrissent la vie. Donc, il va falloir trouver ça. Faire une différence entre la fatigue qui est cognitive ou la fatigue qui est émotionnelle. Ce n'est pas la même. Cognitive, c'est le cerveau lui-même qui fonctionne moins bien parce qu'il est un peu dans le nuage avec tous les traitements. Émotionnel, c'est les affects, les angoisses, les peurs, les ruminations. Et trouver des stratégies à mettre en place. On n'est pas là pour faire une psychanalyse, on est là pour essayer de vous aider à fonctionner au quotidien. Donc le psychologue, il va essayer de vous aider à mettre en place des choses au quotidien pour diminuer cette fatigue émotionnelle. D'accord? Apprendre à dire non aux gens qui sont... Non, c'est le côté gentil que j'ai. Ce n'est pas le premier mot qui me vient en tête quand on est face à des gens qui nous pourrissent la vie. Mais on met de la distance avec ces gens-là. D'accord? La dernière fois, je me rappelle d'une patiente qui me dit ah, puis ce week-end, là, il faut que j'aille chez ma belle-mère et tout. Elle va encore me dire ah, moi, j'ai eu ma mère, elle avait un cancer, elle n'a jamais arrêté. Machin. Donc, les choses hyper positives, hyper agréables à entendre. Mais moi, je lui dis à ma patiente, je dis mais vous avez une bonne excuse, vous avez un cancer. N'y allez pas. Dites-lui que vous ne pouvez pas bouger, que vous n'êtes pas bien. N'allez pas vous torturer vous-même en allant vers une personne qui est négative pour vous. Mettez de la distance. On devrait tous faire ça déjà, hein. C'est un conseil que je donne. Mais là, surtout, pendant les traitements ou l'après-cancer qui est difficile, prenez soin de vous quand même, c'est important. Le sommeil, c'est le plus compliqué. C'est vrai que c'est difficile, mais quand même, les siestes, enfin le repos, les siestes, se coucher plus tôt, se lever plus tard, si vous n'êtes pas fatigué. L'idée, c'est de se dire, attends,
Demain, j'ai une chimio, je sais que ça va être dur. Bon, attends, je vais me coucher là très tôt hein, pour prendre de l'énergie pour demain. Non, ça ne marche pas en fait. On l'a prouvé, hein, beaucoup de personnes l'ont testé, ça ne fonctionne pas. Hein, donc, ce n'est pas à conseiller. Par contre, vous êtes fatigué, vous allez dormir. Ça, c'est conseillé. Si vous vous amusez à décaler, en fait, à créer des temps de sommeil là où il ne devrait pas y en avoir parce que vous ne le ressentez pas, vous risquez de décaler complètement votre rythme et du coup ne plus dormir la nuit. Ça veut dire, alors quand je dis plus dormir la nuit, c'est surtout toute la première partie de la nuit et après, combien de personnes me disent, ah ben moi je m'endors en gros à partir de 4 heures et c'est de 4 à 10 que je dormirai bien. Mais bon, les gamins, il faut se lever le matin, etc. Donc, il y a des choses, on ne peut pas empêcher le matin, il y a des rendez-vous, etc. Et c'est là que les personnes me disent, c'est là que je dors le mieux. Ben ouais, parce qu'en fait, tout est décalé. Ben, donc, attention à ne pas décaler soi-même son propre rythme. Il faut s'écouter. Écoutez-vous. Les soins de support, je sais pas, sophrologie, relaxation, hypnose, il y en a plein qui peuvent vous aider si ça ne fonctionne pas forcément avec tout le monde pour le sommeil, mais si ça marche avec vous, allez-y, foncez, testez au moins, faites quelque chose. Hein, ce n'est pas en attendant que ça va venir. Hein. N'attendez pas que cette fatigue disparaisse par elle-même. Il va falloir que vous soyez acteur de votre santé sur la fatigue. Je sais qu'on vous en demande beaucoup, hein, ce n'est pas simple, mais là, il n'y a que ça qui va fonctionner. Ce n'est pas en attendant que ça va disparaître. L'activité physique adaptée, elle devrait être proposée dès le début des traitements parce que tous les traitements vont impacter le corps et tout le monde va perdre en conditions physiques. Hein. Donc, il faudrait qu'il y ait une prise en charge systématique pour éviter ce déconditionnement physique. Ce qui est important, c'est le renforcement musculaire et après, toutes les activités comme la marche. S'il y a deux choses à faire, c'est du renfort et marcher. Vous marchez tous les jours, 30 minutes par jour. Si vous n'arrivez pas à tenir 30 minutes, 3 fois 10 minutes dans la journée. D'accord? Ça, c'est efficace. Ça ne sert à rien de rester enfermé toute une semaine et de marcher 2 heures le samedi ou le dimanche et plus marcher de la semaine, ce n'est pas efficace. 30 minutes tous les jours, 3 fois 10 minutes par jour. Et s'il y a des jours où on est très fatigué et qu'on ne peut pas, on ne culpabilise pas, on se repose. Mais si possible, on évite 2 jours consécutifs sans activité physique. D'accord? C'est vraiment les recommandations que l'on a. Et ça fonctionne bien. Et par contre, il faut du muscle, donc il faudra du renforcement musculaire. C'est pour ça que tous les programmes encadrés par des professionnels de l'activité physique adaptée reposent sur ça. Ça peut être du pilates, ça peut être du renfort, ça peut être ce que vous voulez, yoga et tout, mais on va travailler le muscle. C'est ce qui va être important parce qu'il faut redonner de la masse musculaire. Intensité modérée à soutenue, ça veut dire quoi en aérobie? Si on prend la marche, je vais marcher avec quelqu'un. Ce qui compte, c'est de sentir que le cœur bat un peu plus fort et que la respiration s'accélère. Par exemple, si vous me dites j'ai fait 3 heures les soldes, c'est pas de la marche, ça. On oublie. Hein. On piétine, on s'arrête. Non, non. Ça, c'est fatigant, ça sert à rien. Vous pouvez faire les soldes si vous voulez, mais c'est pas ça le problème. Pour la vraie marche, c'est je vais marcher. Je sens mon cœur qui s'accélère, je respire un peu plus vite, mais je suis capable de tenir une conversation. D'accord? Ah blablabla, ah blablabla, blablabla. Ça fait du bien à la tête en plus, donc on y va. Ça, c'est la bonne intensité. Je m'essouffle un peu, mais je peux parler. Vous êtes pile dans la fourchette où il faut. Préconisation, 45 à 60 minutes par séance, par exemple sur les exercices de renforcement musculaire. 3 fois par semaine, c'est excellent. Après, s'il y a moins, c'est pas grave. Si vous marchez entre, vous faites une séance ou deux d'appât par semaine et vous allez à côté marcher, c'est parfait. D'accord? Ça, c'est très, très bien. Pas non plus dire tous les jours, je vais faire un marathon. Ce n'est pas du tout notre discours. Mais c'est de bouger, en fait. Hein, ça va être important. Et on en arrive, en fait, à cette fatigue et comment je vais l'individualiser. Donc, on est vraiment sur ça à l'heure actuelle. Ça fonctionne plutôt bien. Hein, donc, on est sur ce type de questions. Je vais vous montrer trois patients où là, je n'ai sorti que 3 types de fatigue, la physique, neuromusculaire, la côté émotionnel avec la dépression et puis le sommeil. Ces 3 patients qui sont là, c'est des patients, hein, on ne dirait pas, mais les camemberts, c'est des patients. Il y en a 3. Ces 3 personnes, quand je leur demande de 0 à 10, vous êtes fatigué comment? On va me dire que les 10 me disent 100. D'accord? On voit là, ils sont 100, pardon, 10, excusez-moi. Ils sont à 10 sur 10. Ils me disent je suis épuisé. Les 3 me définissent une fatigue intense.
Sauf que quand on fait les tests, bah, les trois n'ont pas du tout les mêmes proportions de la fatigue. C'est-à-dire que mon premier patient qui est ici, 55% de la fatigue en vert, elle est neuromusculaire, donc elle est physique. Et plus de la moitié de la fatigue est liée à une fatigue purement physique. L'autre, 48%, lié à une dépression, donc émotionnelle, psychologique. Et celui-là, 63% lié au sommeil. Et ben, si je dois proposer des soins de support ou une prise en charge, je ne les enverrai pas vers les mêmes soins de support. Le premier patient, je l'enverrai vers l'activité physique adaptée. Le deuxième, en priorité, vers le soutien psychologique. J'ai mis sophrologie ou les spécialistes, hein, si vous trouvez des spécialistes du sommeil, demandez vraiment de l'aide sur ça, c'est vraiment compliqué, mais aussi l'hypnose. Enfin, il y a plein de soins de support qui peuvent aider au sommeil. Ça, vous voyez, si je dois sélectionner un soin, ça sera plutôt comme ça que je vais le faire. Après, la personne veut en même temps faire de l'APA et consulter un psychologue, bah, parfait, hein, je ne vais pas l'interdire, au contraire. Mais si on est très fatigué, il faut des fois se dire autant régler la fatigue la plus intense dans un premier temps. Et après, quand il y a la moitié de la fatigue qui a disparu, c'est plus facile de s'occuper du reste. Notre idée de prise en charge, elle est vraiment là, hein. Elle est vraiment sur ça pour individualiser. Si je regarde au niveau de l'activité physique et les autres soins de support qu'on va pouvoir proposer, quand on va détailler les origines de la fatigue, on va pouvoir envoyer vers des interventions différentes et individualisées. On va prendre chaque fatigue présente ici, chaque origine, de façon point par point, pardon. La première, c'est la fatigue neuromusculaire. C'est ça qu'il faut faire. Oh bah là, super, t'es mignon, fous-moi sous une barre, je vais me casser. Et c'est vrai. Il n'y a pas, si vous êtes un fanat de la musculation, pourquoi pas? Mais attention, les os sont fragilisés pendant les traitements, on fait plus facilement des tendinites, des ligaments peuvent être fragilisés. Mais si je veux travailler, normalement, c'est ça. Et en fait, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça, c'est exactement pareil. Alors vous allez me dire, ben non, c'est pas pareil. Si. C'est-à-dire que là où le jeune homme à gauche nous fait une barre lourde et va faire que 2 ou 3 répétitions, son cerveau, comme il sent que la charge est lourde, il va recruter l'ensemble des muscles parce qu'il faut le plus de force possible. Donc, le cerveau, il recrute à 100% de la masse musculaire. À côté, pour me mettre dans cette position, pour la jeune fille, il n'y a pas besoin de recruter à 100%, sauf si elle se dit, je tiens le plus longtemps possible. Et là, son cerveau, au début, va contracter que quelques fibres musculaires. Les fibres vont fatiguer, vont contracter à côté, puis l'ensemble du muscle. Et qu'est-ce qui va se passer derrière après? La personne va se mettre à trembler. Quand la personne se met à trembler, c'est que son muscle a été recruté dans sa globalité. Donc, on a le même taux d'efficacité du garçon avec la barre de développé couché, de la fille avec la posture à maintenir. Donc, nous, ce qu'on va proposer en APA, c'est le deuxième cas, c'est des postures à maintenir qui vont permettre au cerveau de recruter les unités motrices, c'est-à-dire toutes les fibres musculaires. Du coup, au lieu d'utiliser par exemple 60% de mes capacités, je vais me mettre à utiliser 100%, donc ma force va augmenter parce que mon muscle va travailler à 100%. Et je vais augmenter mon endurance parce que mon muscle va travailler dans sa globalité. Au lieu d'avoir un corps bridé à 60%, je vais avoir un corps qui va travailler à 100%. Donc, ça va me donner plus d'énergie parce que tout va travailler. C'est pour ça que c'est important. Si vous faites que de la marche, vous n'arriverez pas à solliciter les 100% de votre muscle, vous resterez peut-être à 60%. Donc, il y a 40% de votre force que vous n'utiliserez pas.